dis donc. Quoi? Je suis malade? Pas encore, mais ça va venir. Pauline! On a eu tellement peur de te perdre. T'en fais pas, maintenant on arrête les bêtises. Dis donc, gamin, c'est normal que tous les autres aillent dans le sens inverse du nôtre? Non, on ne va pas atterrir. Tu es assez grande pour faire ça dans le ciel. Mais ça me stresse beaucoup trop. Et c'est dégoûtant. C'est pas dégoûtant. Nous sommes des oiseaux. Déjà bonjour Benjamin. Bonjour. Merci de ta venue. Aujourd'hui vous êtes venu présenter Ernest et Célestine au Concorde dans le contexte du festival Extra Animation, qui est une œuvre majeure pour nous, mais puisque nous allons évoquer l'ensemble de votre carrière au cours de cette interview, nous aimerions mettre à l'honneur le Grand Méchant Renard, que je crois vous considérez comme votre œuvre la plus personnelle. Pour commencer, nous aimerions vous demander si vous avez goûté les fameuses crêpes à la châtaigne, le générique de fin. Bah oui, mais j'ai un regret sur cette recette parce que je crois qu'elles font des crêpes un petit peu qui se déchirent. Elles sont pas faciles à... Bon, on va les goûter. Mais oui, tu les connaissais évidemment parce que c'est une recette que j'aimais bien et que waouh, trop bien. Il n'y a pas trop de farine de châtaigne justement pour qu'elle tienne bien. Mais là c'est parfait. Parce que je me suis perfectionné pile après la sur recette. Ah bah trop bien. On peut goûter Carrément. Oh, mais c'est parfait. J'avais pas du tout. On m'avait dit que la surprise était inventée, mais alors c'est pas du tout. C'est que vous avez posé votre sac juste à côté et c'était caché derrière. J'ai même pas fait gaffe. Bah trop bien, c'est parfait les interviews où on mange. Attention, il va être ravi, il va être là, genre, à toutes les bonnes mastications, ça va être un bonheur. Tu peux goûter si tu veux. Moi je veux bien, mais je veux pas. Enfin, si vous voulez qu'on parle en même temps. Non, bah tout va bien. Hein. Allez hop. Allez. Et si vous avez même le droit de partager avec la régie. Hein. Oui. Au cas où. Bon, moi je me sers en tout cas. Mais allez-y, hein. Ça aussi. Tiens, hop là. Bon, trop bien. Je le fais à la pomme. Hein. C'est ce qui est écrit dans la recette, la pomme. J'avais mis compote de pommes. Ouais. Ah bah écoute. Ça a été suivi à la lettre. Ouais. Bah écoute, parfait. Je suis content parce qu'elles ont l'air d'avoir bien cuit et tout, parce que moi je les déchirais en fait quand je les faisais. Parce que le problème de la farine de châtaigne, c'est que ça manque de gluten, et du coup ça fait que le réseau gluténique, bon je me lance dans des trucs passionnants pour Quoi de la cuisine? Bah en tout cas de la graisse, je voulais pas non plus décevoir mon public, il y a le risque derrière, c'est qu'on se prenne des plaintes. Bon moi je me permets, mais allez-y hein, si vous avez des questions, problème, je vous laisse vous servir si jamais... Voilà. Vas-y, tu peux. C'est toi qui fais la question. Oui, dans tous les cas. Donc déjà, est-ce qu'elles sont... Vous les trouvez bonnes les crêpes? Non ça va, c'est bien, c'est dans le... Après nous on utilise de la farine de châtaigne fumée, alors Ah oui. la Corse, la farine de châtaigne corse. Donc ça rajoute un petit goût fumé, mais ouais elles sont très très bonnes, bravo. Je sais pas qui est responsable de la... C'est. Bravo C'est pour les ce deux. travail d'équipe. Mais du coup, vous avez commencé par la BD, et qu'est-ce qui vous a amené au cinéma du coup d'animation? Alors, ouais. Moi quand j'étais enfant, je voulais faire de la bande dessinée. Et j'ai fait des études d'art dans une école de bande dessinée, parce que c'est ce à quoi je me prédestinais. Et pendant mes études d'art, j'ai rencontré un réalisateur qui s'appelle Sébastien Le Dunbach, qui est aujourd'hui très connu pour Linda veut du poulet, La jeune fille sans main, et son futur film Prends garde à toi, qui est l'adaptation de Carmen. Je fais un peu de pub pour lui parce qu'il déjà il fait des très beaux films, et donc autant en parler. Et c'était mon professeur en fait, c'était mon mentor aussi d'une certaine manière. Au Beaux-Arts d'Angoulême, il me suivait un petit peu parce que j'aimais bien faire de l'animation en plus de la bande dessinée. Et je faisais des bandes dessinées qui se rapprochaient de l'animation, des fois j'animais aussi sans trop savoir comment faire. Et ce professeur m'a dit, mais tu devrais essayer, parce que je voulais moi, à la suite des Beaux-Arts, faire les Arts Déco de Paris. Et lui m'avait dit... tu devrais aller voir cette école qui s'appelle La Poudrière, qui est une petite école d'animation à Valence. Et peut-être ça pourrait correspondre. Et moi, je ne pensais pas être fait pour l'animation, mais j'ai quand même fait le concours. Et à ma grande surprise, ils m'ont sélectionné. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à faire de l'animation. Et j'ai fait un court-métrage qui s'appelait La queue de la souris. Mais c'est au sein de cette école en fait, que j'ai décidé vraiment de me lancer dans l'animation, tout en gardant un pied dans la bande dessinée, parce que je continuais à faire des petites bandes dessinées pour ma famille, des petites choses à droite à gauche. Mais donc j'ai toujours eu les pieds entre les deux, quoi. J'ai jamais vraiment pris une décision de dire je fais que de la BD ou que de l'animation. Et comme je vois qu'on peut faire les deux, bah tant qu'à faire. Autant faire les deux. Toi. Autant faire les deux, voilà, Ok. c'est ça. C'est trop bien. Alors je profite. Il n'y a pas de problème. Profite.
Bon, j'attends un peu pour la Non, mastication. non, tout ça. Comme ça me permet de réfléchir à la... Ouais, je comprends. c'est bien. La deuxième question, c'est quelles œuvres et auteurs ont influencé votre style graphique? Ah, mon style graphique, beaucoup en bande dessinée, la BD franco-belge, Franquin a été une énorme référence. Ok. Franquin, ouais. Une énorme référence pour moi. Après, Uderzo, des gens comme ça. Enfin, vraiment, les BD, on ne peut plus classiques de papa, on a envie de dire. Oui. Ça a été vraiment des grosses références. J'ai évidemment aussi un immense amour pour tout ce qui était Tex Avery, les Bugs Bunny, même les Silly Symphony, les Disney, les vieux Disney. C'est vraiment là-dedans que j'ai grandi, dans cette espèce d'univers. Mon premier film de cinéma, ça a été Roger Rabbit, qui a eu aussi une énorme influence dans le côté... Ça a été une expérience de cinéma assez intense, parce que je me rappelle, c'était un mélange de fou rire et de terreur absolue, ce film. C'était vraiment les deux. Et donc je pense que tout ça, ça a été un petit peu le berceau de ce qu'aujourd'hui se retrouve peut-être d'une certaine manière dans mon travail. Parce que j'ai une grosse influence aussi du travail de Ghibli, du cinéma japonais d'animation, mais qui est venu beaucoup plus tard. Parce qu'en France, quand j'étais petit, c'était pas du tout connu, c'était pas sorti au cinéma. Et c'est que quand je suis devenu jeune adulte qu'on a commencé à voir leurs films et que j'ai pu là me plonger dedans avec une délectation presque obscène. Voilà. Ok. D'accord, c'est possible. Du coup, on a trouvé pas mal de thèmes qui traversaient vos créations, que ce soit la question de la fuite, le rapport à la famille, etc. Et est-ce qu'il y a des sujets et des thèmes qui vous tiennent particulièrement à cœur? Oui, j'ai remarqué que dans tous les films que j'ai faits, il y avait la peur d'être mangé qui revenait à chaque film. Et, des personnages qui, en fait, il y a toujours quelqu'un qui essaie de manger une autre personne. Et ça, depuis mes films d'études, j'ai remarqué ça. Donc voilà, c'est une peur que j'ai moi-même dans la vie, de me faire dévorer un jour par quelque chose, par un humain ou autre, et que je retranscris dans mon travail. Et voilà, il y a ça. Mais sinon, effectivement, la parentalité, beaucoup, l'éducation aussi, c'est un truc qui me fascine beaucoup. L'éveil, en fait, quand on est enfant au monde et comment on accompagne ça en tant qu'adulte. En plus, j'ai la chance de pouvoir garder je suis en partenariat avec... Enfin, je suis bénévole pour l'école Chien Guide de Paris, donc on élève des petits chiots régulièrement. Donc tous les ans, on a un nouveau petit chiot comme ça qu'on apprend à devenir éventuellement un chien guide, parce qu'il y en a qui sont nuls pour devenir ça, donc on doit les rediriger vers d'autres filiales professionnelles. Et du coup, c'est des questions qui me fascinent, parce que je trouve qu'il y a tellement de potentiel de comédie, puis de drame et de tout. Enfin, c'est un mélange de plein de choses, l'éducation, que j'aime bien parler de ça. Et puis c'est parfait pour le cinéma, quoi. D'accord. On a remarqué que vous mettiez en scène dans vos films et vos BD depuis toujours des animaux. Pourriez-vous nous dire pourquoi des animaux? Alors, je pense que les animaux, il y a une raison vraiment très bête, que je suis pas très à l'aise pour dessiner les humains, déjà de base, enfin la morphologie, même les visages, les choses comme ça, je suis pas très doué pour ça. Mais je pense que c'est surtout pour le côté fable, le fait que c'est une réponse un peu bête, mais ça permet de parler à tout le monde, les animaux, c'est-à-dire que quelle que soit la culture, on peut se reconnaître dans les personnages du fait le fait que c'est un animal et c'est pas du tout une personne, je sais pas moi, enfin je parlerai pas de la même manière d'une personne asiatique que d'une personne européenne, et même le public le ressentirait différemment, tandis que les animaux, là pour le coup tout le monde peut comprendre les sentiments, et on parle vraiment de l'humain plus facilement, paradoxalement, quand on parle grâce à des animaux plutôt que quand on utilise des humains, quoi. C'est très vrai. Enfin bon, pour moi, après c'est pas c'est une règle vrai. absolue, mais c'est ce que moi je pense, je ressens dans mon travail. Attends, La 5. oui, pardon. Du coup, comment s'imbrique dans votre tête le rapport entre le réel, le dessin et l'animation? Waouh, on a levé c'est le level philosophique. Ok, attends, répète le début, comment? Alors, comment s'imbrique dans votre tête le rapport entre le réel, le dessin et l'animation? Ouais. Et comment l'animation influence votre perception du réel? Voilà, c'est compliqué comme question. Je sais pas si je vais réussir à pas répondre à côté, mais moi je sais que j'ai un rapport, dans le dessin où finalement c'est comme si je me retrouvais face à des acteurs, comme si j'étais sur une scène de théâtre avec les acteurs quand je dessine, et qu'on testait des choses. Et du coup ça n'a pas vraiment de rapport avec le réel, mais en tout cas
c'est comme si je les avais devant moi et qu'on essayait des choses et c'est comme si je leur parlais. Alors ça fait un peu schizophrénique et un peu fou quand j'en parle, mais il y a vraiment des surprises en fait qui vont venir du fait que je dessine. C'est-à-dire que je sais pas exactement à quoi je m'attends, mais je dessine et il peut parfois y avoir la surprise d'une blague ou de quelque chose qui vient un peu par accident parce que je vois le personnage avec un certain visage ou une chose comme ça. Mais c'est assez étrange, donc c'est un espèce d'une réalité qui apparaît sur de mes dessins où je me dis ah bah tiens et si lui il répondait ça et j'explose de rire parce qu'en fait j'aime beaucoup la comédie et la comédie vient souvent de la surprise donc pour trouver la surprise il faut se laisser un petit peu surprendre par ce qu'on observe et c'est ce qui se passe dans le dessin et après pour répondre plus généralement sur le réel il y a une énorme moi j'aime beaucoup faire je suis un peu mal à l'aise de faire des films qui s'inspirent d'autres films c'est-à-dire je trouve qu'il y a un certain cinéma qui a tendance à s'inspirer plus d'une référence d'un autre film, d'un Indiana Jones ou de choses comme ça. Et moi, j'avoue que c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de la famille, c'est parce que c'est quelque chose, je sais que c'est vrai, on l'observe, ça me fait rire, donc j'essaie de le retranscrire. Et à chaque fois, les films sur lesquels j'ai travaillé, il y a toujours j'essaie toujours de le connecter à quelque chose qu'on a vécu, ou en tout cas de parler aux animateurs en faisant référence à des choses qu'ils ont vécues. Sur Ernest et Célestine, je me rappelle de tout ce passage où Célestine est face à un dentiste qui est un petit peu son professeur, qui est assez agressif, méchant, qui lui prend la tête pour la manipuler. Et là, je faisais appel aux animateurs en disant, tu sais, ce sentiment qu'un adulte peut avoir, justement, ils ont tendance à te toucher. Ça peut être très désagréable en tant qu'enfant, qu'on t'impose un geste, des choses comme ça. Donc toujours essayer de chercher chez eux des choses qu'ils ont vécues du réel pour s'inspirer de ça, pour le ressentir, pour le retranscrire dans le dessin, pour qu'ils aient ça, en fait, dans la tête quand ils dessinent pour qu'ils retrouvent un peu cette énergie-là, quoi. Et ça t'arrive par exemple quand il y a des... Enfin, il y en a beaucoup qui s'inspirent de situations qu'ils ont vues ou ouais, des personnes à qu'ils fond connaissent, ça. donc, Ouais. Ça a beaucoup des sentiments, des sensations. Le Grand Méchant Renard, c'est une BD que j'ai faite, qu'on a fait en film, et c'est très inspiré de ma relation avec mes neveux et mes nièces, dans le sens où en fait, quand je les ai rencontrés, moi j'étais en train de travailler sur Ernest et Célestine, et eux, ils sont nés à ce moment-là, ils ont grandi, et j'avais pas beaucoup le temps de les voir. Et en fait, quand je les ai rencontrés vraiment pour la première fois où j'avais passé du temps avec eux, ils m'ont sauté dessus, ils avaient un amour pour moi qui était débordant, que je comprenais pas, et parce que moi je les connaissais pas. Et du coup, j'étais vraiment genre, ils disaient, ah, tonton, ils m'ont sauté dessus, tout ça. Et moi, je les repoussais parce que je les connaissais pas, ces gens-là, et c'était des inconnus pour moi. Et en fait, toute cette relation qu'on a eue où je devais m'occuper, je savais pas m'occuper d'enfants, je savais pas parler à des enfants, donc je leur parlais de manière très adulte, en me moquant d'eux, en leur faisant des blagues qu'ils comprenaient pas, des choses comme ça. Et tout ça, c'est des choses que j'ai retranscrites dans la BD Le Grand Méchant Renard, de ce rapport à l'enfance où, avec un personnage qui n'a pas du tout peur d'être cruel avec eux, de leur balancer des trucs un peu rudes. Et dans la bande dessinée, il peut avoir des réponses un peu cruelles, mais en même temps, c'est ça qui fait la comédie du truc. Donc oui, je m'inspire beaucoup de choses comme ça. Ouais. Je trouve que c'est plus marrant, et puis ça te permet d'évacuer plein de trucs. Oui. Ouais. Bah oui, ça se montre bien. Sachant que le Grand Méchant Renard veut manger de base, c'est... Alors, je voulais pas manger, mais... Ouf. Je voulais juste rendre... Ok, dans Migration, vous passez de l'animation 2D à l'animation en 3D. Quel rapport vous avez avec les différentes techniques d'animation ? Alors moi, je viens effectivement beaucoup plus du dessin et de la 2D. J'avale et je reviens. Mais j'ai toujours eu une fascination totale pour la... Enfin moi, en plus j'ai grandi vraiment, j'ai vu la 3D naître. J'ai regardé toutes les séries de l'époque. Il y avait une série qui s'appelait Insector. Il y avait beaucoup de séries françaises en fait en 3D là, et j'étais fasciné par ça et j'ai essayé d'en faire aussi quand j'étais petit. Il se trouve qu'avec le temps j'étais plus à l'aise avec la 2D, je me suis jamais vraiment impliqué avec la 3D. Mais donc en fait la 2D pour moi c'est simple, j'avais un rapport très minimaliste, c'est-à-dire que quand tous les films sur lesquels j'ai travaillé, la logique c'était on a une page blanche, on commence à dessiner et dès que le personnage apparaît, dès que le sens est là, dès qu'on comprend, dès que l'humour passe et ainsi de suite, on s'arrête. On ne fait vraiment pas de fioriture. Okay. On n'est pas Jean Giraud, Möbius à faire des petits traits, des trucs comme ça. Pas du tout dans la performance, on est vraiment dans le minimalisme. Et c'est comme ça que je faisais mes films. Et en arrivant en 3D, j'ai compris que c'était pas possible ce rapport-là parce que on doit tout définir en avance en fait. Tout doit être conçu avant même qu'on ait même presque l'histoire. Il faut qu'on sache exactement quelle expression les personnages vont avoir parce qu'il faut s'imaginer comme si on construisait des marionnettes en bois
Et que si par exemple il doit hurler avec la bouche grande ouverte, il faut le savoir déjà dans le film qu'il doit hurler avec une bouche parce qu'il faut concevoir le personnage en fonction de la manière dont il va ouvrir la bouche, toutes les expressions qu'il va avoir. Et c'est donc pas du tout pareil parce qu'on est beaucoup plus spontané en 2D où on se laisse un peu emporter par son dessin et c'est ça qui nous guide. La 3D, il faut vraiment qu'on rencontre des équipes et qu'on leur dise je veux exactement ça, c'est ce décor-là, je veux ça ici, ça là, ça, et tout en détail, avant même qu'on sache exactement ce qui va se passer dans la séquence. Donc c'est un rapport qui est beaucoup moins spontané, qui reste très intéressant parce qu'on est dans un rendu qui est beaucoup plus spectaculaire, enfin on a quelque chose de plus concret, où on peut toucher, donc il y a quelque chose dans le sensoriel aussi qui est très intéressant là-dessus. Mais c'est deux mondes très différents, mais tout aussi créativement riches, quoi. C'est hyper précis. Oui, peut-être faire un peu long pour le répondre. Non, c'est bien. Non, c'est trop bien. Je peux faire plus court. Hein. Non, pas du tout. Et du coup, qu'est-ce que vous prenez plaisir à animer le plus quel type de mouvement, de personnage? Moi, j'aime un peu tout animer tant que... En fait, moi, j'ai commencé à animer... C'était vraiment une logique de faire des gestes que je pouvais pas faire dans la vraie vie. Mes premières animations, ça devait être des Spider-Man qui volaient dans les airs, des trucs comme ça, parce que en fait, quand on le fait, on se met dans une espèce de forme de transe où on vit un peu ça, enfin, on essaie de s'imaginer le truc, donc c'est super agréable. Donc ça m'arrive de dessiner un peu tout, même des chorégraphies, des danses, des choses comme ça, pour reprendre le plaisir. Un chien qui court, et en fait, on peut y projeter cette espèce d'énergie de se lâcher comme ça, et en fait, surtout avec le dessin, on peut vraiment tout à coup, le dessin va être complètement énergique comme ça, parce qu'on anime de plus en plus vite, et donc moi c'est comme ça que j'aime bien dessiner. Après dans le travail, c'est-à-dire quand il faut raconter des histoires, j'avoue que je préfère beaucoup la comédie, des choses comme ça, parce que essayer de chercher à faire rire, quoi, de trouver des positions, des trucs comme ça, des visages. Je suis un grand adepte des Nickelodeon où un simple visage fixe va nous faire rire en fait. Donc j'aime beaucoup travailler autour de ça. Petite question hors série. Ouais. T'as parlé de Spider-Man. Ouais. Dans Migration, il y a une référence à Spider-Man, je crois. La scène de la course-poursuite quand ils arrivent à New York. Oui, ouais, de toute façon, après, dès que t'as une caméra qui se balade entre des buildings... c'est vrai. Mais oui, de toute façon, Spider-Man, c'était un film qui m'avait tellement marqué. J'avais adoré ça quand j'étais petit. C'était un peu C'est surtout le jeu vidéo Spider-Man qui m'avait beaucoup marqué, parce que justement, on pouvait incarner ce rêve de se balader. Et j'avoue que quand je suis arrivé sur un film 3D, je me sentais un peu honteux, mais j'avais qu'une envie, c'était de faire bouger la caméra. C'était truc que j'avais vécu au Futuroscope du cinéma dynamique, où on est dans les mines avec le truc qui bouge, et ça c'était un rêve de gosse de un jour pouvoir faire ce genre de truc. Donc ouais, clairement, je me suis lâché, quoi. C'était mon petit plaisir égoïste. Je comprends. Vous avez travaillé sur des films avec des types de productions différentes, des budgets différents, et en termes de création, est-ce que ça affecte votre manière de travailler ? Oui et non. Après, c'est très particulier. Quand je travaillais avec la France, quand bien même on avait des budgets différents, on le ressentait pas trop. C'est-à-dire que le Grand Méchant Renard, ça doit être un quart du budget d'Ernest et Célestine, mais le fait qu'on ait des toutes petites équipes, qu'on était très intimes, on se connaissait très bien aussi, ça faisait qu'on n'avait pas une sensation de travail différent, c'est juste qu'on est un petit peu plus modeste. Mais le propos même était plus modeste, moins de décors, moins de personnages très faciles à dessiner. Après, Migration, paradoxalement, c'est probablement le film, malgré le fait qu'il y ait le plus de budget, c'est celui où j'ai le plus souffert, mais pour des raisons de méthode de production très différentes, dans le sens où en France, on a tellement peu d'argent qu'en gros, on a un script, on l'adapte en storyboard, on peut modifier le storyboard en termes de narratif, mais une fois qu'il est validé, c'est fini. On touche plus à rien. En fait, les rails sont posés et le train de la production de créer les images, il va être sur ces rails. On va juste améliorer le film, le rendre plus beau. Alors qu'aux États-Unis, il y a une logique qui fait qu'on continue à construire l'histoire alors qu'on est en train d'animer le film. Et ce qui veut qu'on peut faire des énormes changements. Moi, sur Migration, on nous a imposé des modifications mais gigantesques de narration. Et ce qui fait qu'en tant que réalisateur, notre rôle, c'est justement de faire une séquence ici qui va résonner 30 minutes plus tard ou 1 heure plus tard. Et là, le producteur arrive et dit tiens, si on changeait ça, et t'as beau dire oui, mais attendez, ça change ça là, et puis il dit on verra plus tard, on le fait quand même, on verra, on changera peut-être là-bas. Et c'est très très compliqué parce qu'on est quand même tenu par des budgets, surtout le temps.
et qui fait que on doit se dépêcher de bien faire fonctionner les choses. C'est très très différent comme méthode de production et beaucoup plus épuisant finalement quand on a beaucoup d'argent. Je préfère autant faire des petits films avec moins d'argent que revivre Même si c'est super intéressant aussi parce qu'on... Mais bon voilà, c'est compliqué parce que des fois on fait des recherches pour chercher et on se perd un petit peu dans les narrations, c'est un peu compliqué. Et du coup, en 2014, Ernest et Célestine ont rencontré un grand succès au point de se retrouver à Los Angeles pour la 86e cérémonie des Oscars. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait à 30 ans de se retrouver dans une compétition récompensant les films les plus marquants de l'année? Surtout que vous étiez contre La Reine des Neiges et Moi Méchant Méchant 2, qui en plus, en élimination, vous avez travaillé pour Migration après. Qu'est-ce que ça fait C'était très impressionnant, c'était très particulier. On s'y attendait un petit peu parce qu'en fait, pour être nommé à ces trucs-là, c'est pas qu'on s'y attendait, mais il y avait un énorme travail. En fait, il y a des grosses campagnes, donc on allait beaucoup à Los Angeles pour parler du film et ainsi de suite. Donc on était quand même un peu surpris d'être nommé parce que voilà, on restait un petit film indépendant et on avait beaucoup d'honneur à être là. Après, bon, quand on est arrivé, on était là juste pour profiter, on n'avait aucun espoir de gagner, on nous l'avait fait bien comprendre parce que La Reine des Neiges était un succès tellement incroyable qu'il n'y avait pas beaucoup de suspense. Mais c'était chouette, après, faut juste pas que ça nous monte à la tête, quoi. C'est ça le plus compliqué, mais je pense qu'on était bien entourés, on n'était pas des gens les plus prétentieux de la Terre, donc on a réussi à garder. On n'a pas trop fricoté avec les stars ou des trucs comme ça. On s'est retrouvés à aller manger un couscous après, dans le truc, pas avec Keanu Reeves ou John Travolta ou je ne sais qui. Mais voilà, c'était très chouette. Vous en avez parlé un petit peu en off tout à l'heure, mais pourquoi ne pas avoir réalisé la suite de Ernest et Célestine? Pour plusieurs raisons. C'est parce que j'avais passé la promo du film à dire qu'on ne ferait pas de suite, que c'était un film... Moi, c'était important, en fait, quand j'ai travaillé sur Ernest et Célestine, j'ai énormément pris d'informations sur Gabrielle Vincent, sur son œuvre, sur la raison pour laquelle elle ne voulait pas qu'il y ait de film aussi, parce qu'on m'a appris ça pendant la production, ce qui a été un coup assez dur pour moi, mais c'était sa famille qui voulait, sa descendance en fait, enfin pas sa descendance, sa famille, son neveu, qui avait pris le choix de faire un film. Mais donc on s'attelait vraiment à vouloir lui rendre hommage, et c'était ça qui était important pour nous. Et le film était d'ailleurs construit de manière à ce que moi je le compare à un dessin d'enfant admiratif en fait de son œuvre, c'est-à-dire qu'on était comme des gosses à dessiner comme elle, on avait très bien compris qu'on n'arriverait jamais à faire ce qu'elle savait faire, mais le film était conçu de manière à justement, c'est nos petits dessins d'enfants un petit peu brouillons, un petit peu inspirés de son travail qui nous ont donné envie de faire du dessin. Et qui finit, le film se conclut sur les livres de Gabrielle Vincent, justement, pour dire, voilà, ça se transforme. Et pour nous, c'était vraiment une fenêtre, une porte vers l'univers de Gabrielle Vincent pour encourager les spectateurs à aller voir ses livres. Et donc, j'ai passé toute la promotion du film à dire, voilà, c'est fini, maintenant le film est fait, allez voir les livres, la suite de l'aventure, c'est les livres, allez les découvrir. Et donc, pour moi, il n'était pas vraiment question de faire des suites, j'avais un petit peu établi ça comme ça, et quand le film donc a été décidé d'être fait, j'avais bien fait comprendre aux producteurs que j'étais pas forcément intéressé de faire la suite, d'autant plus que Vincent Tavier, notre producteur belge, répétait souvent que ce film, ça a été un petit miracle, des bonnes personnes aux bons endroits. Et retrouver cette énergie, ça aurait été assez compliqué, je pense. Donc, il y avait une spontanéité, je pense, sur le moment qui a été magique. Et voilà, on n'avait pas forcément tous envie Enfin, on se disait que ce serait peut-être est-ce qu'on arriverait à retrouver la même énergie, tout ça, on ne savait pas trop. Et puis, on avait envie de raconter d'autres histoires, surtout, je pense. Enfin, oui. Voilà. Donc, mais on est très content qu'il y ait une suite. Enfin, là-dessus, moi, je suis très content de la suite, je suis très content parce que justement ça fait émerger de nouveaux réalisateurs, de nouveaux auteurs et tout ça, donc très bien pour moi, quoi. Trop bien. Il y a des effets de concentration énormes dans les cinémas, que ce soit budget, médiatisation des films, box-office, etc. Et le cinéma d'animation n'y échappe pas. Est-ce que c'est un phénomène que vous ressentez et qui vous inquiète ? De concentration De concentration de population sur un film.
de manière particulière. Par exemple. C'est-à-dire On remarque que par exemple aujourd'hui, comment ça s'appelle un peu les films les plus connus ou par des plus gros studios vont connaître beaucoup plus D'accord, oui, que de médiatisation, vont être beaucoup ouais. plus mis en avant que des films plus indépendants. Oui, je vois, ouais. Après, c'est ambigu parce que, justement, je fais pas mal de festivals, je vais beaucoup dans des salles d'art et d'essai et je suis épaté de voir les salles remplies, en fait. Donc c'est pour ça que c'est un peu ambigu. Alors oui, le truc, c'est que je pense qu'il faut qu'on accepte que les budgets d'animation sont peut-être pas... faut qu'on apprenne à faire des films d'animation avec des budgets modestes et un petit peu plus humbles, peut-être dans nos ambitions et des choses comme ça pour pouvoir justement tenir la production. Après, moi, de toute façon, qu'il y ait des gens qui aillent au cinéma, moi, ça me va, que ce soit pour aller voir même les pires trucs, ça me va, en fait. Non, mais qu'ils aient le geste d'y aller. Enfin, moi, j'ai pas, quand je suis allé au cinéma la première fois, j'allais pas voir Eisenstein ou Tarkovsky, quoi. Enfin, c'était pour voir des films qui étaient pas... Enfin, moi, j'avais qu'un rêve gosse, c'était d'aller voir les Tortues Ninja, et c'est un des pires films de l'histoire du cinéma. Mais, je parle du film live des années avec des marionnettes moches et tout. Mais c'est cette passion qui fait que derrière, on a envie d'y retourner, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc moi, ça me rassure de voir... Ce qui m'inquiète plus, c'est il y a deux trucs qui m'inquiètent énormément. Le fait que je pense que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus cette espèce de passion que nous, on avait d'aller voir un film. C'est-à-dire qu'un film, moi, quand j'étais petit, c'était événementiel, c'était incroyable. Enfin, il fallait absolument aller le voir. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus anodin, un film qui sort. C'est-à-dire que on s'en fiche un peu. Il y a moins d'événementiel, tellement il y a de consommation. Et c'est aussi les méthodes de production. J'ai appris que maintenant, les gros studios faisaient des projections tests où ils demandaient aux gens de regarder le film en scrollant sur leur téléphone. Et ensuite, ils posaient des questions sur la compréhension du film. Donc on doit adapter la narration du film pour s'assurer que même en scrollant, on puisse comprendre ce qui explique aujourd'hui dans les films pourquoi les personnages disent à voix haute le propos du film. Nous allons faire ceci, car sinon nous allons perdre cela. Enfin, des fois on s'étonne de ça, mais en fait c'est parce qu'ils s'imposent ça à cause de cette problématique que les gens commencent de plus en plus à regarder. Et d'ailleurs, moi-même, ça m'arrive parfois de sortir le téléphone dès que le film commence un petit peu... Je parle chez moi, je parle pas au cinéma. Mais voilà, c'est plus ce genre de choses qui m'inquiètent, de la capacité de concentration des gens qui a l'air de diminuer comme peau de chagrin. Et j'espère vivement que voilà, on puisse parce que ça, il faut du temps pour raconter des histoires et c'est vrai qu'on peut pas se contenter que de micro-films de 1 minute faits par des youtubeurs ou des trucs comme ça, même s'ils font des très belles choses, hein. Encore une fois, il y a du matériel incroyable qui se crée sur internet, mais voilà, en tout cas, continuons d'y aller, quoi qu'il arrive. Et puis voilà, je pense que tant qu'il y a des films qui se font, les gens ils viennent en fait. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que le festival marche bien, que ça, il y a encore du public en tout cas. Oui, ça se ressent. Ouais. J'étais en train de dire à quel point le festival est génial. C'était... On est là. 12, ok. Il y a une étape qui nous intéresse beaucoup, c'est le travail de direction des comédiens de doublage. Est-ce que c'est vous qui dirigez les comédiens pour vos films ? Est-ce que vous pourriez nous dire comment ça se passe ? Est-ce que vous avez déjà une voix en tête lorsque vous dessinez vos personnages ? Oui, toujours un petit peu. On a toujours un peu une voix en tête. Après, on s'offre toujours la liberté d'être surpris quand on va faire le casting. En fait, on fait un casting. Moi, en France, j'ai toujours travaillé avec des directeurs de plateau parce que je suis pas quelqu'un de très doué pour parler à un acteur. La première des erreurs à faire avec un acteur, c'est justement d'être trop volubile et ça l'embrouille, il comprend rien et tout ça. Donc, les directeurs de plateau, eux, ils ont le talent pour savoir dire en peu de mots ce qu'il faut exprimer et de pas brouiller un acteur. Et c'était sur Migration où j'étais assez surpris parce que j'avais pas de directeur de plateau et je me suis retrouvé seul avec mon petit accent français en anglais là, à parler à des espèces de légendes du cinéma américain et bizarrement ça s'est plutôt bien passé, donc j'étais heureux de savoir que j'arrivais à diriger des acteurs anglais même si je comprenais pas la moitié de ce qu'ils disaient. Donc, mais ouais, non, on a toujours un peu en tête à ce à quoi ils doivent sonner. Après, c'est plus ce qui est très important pour moi, c'est le casting parce que c'est là où on rencontre l'acteur, on se rend compte de si le courant passe bien ou pas. Après, malheureusement, quand on travaille sur des productions américaines, c'est des acteurs tellement connus qu'il n'y a pas vraiment l'opportunité de faire un casting. La personne vient et puis ça marche ou ça marche pas. Et d'ailleurs, c'est arrivé que certains acteurs
on dise bah finalement ça le fait pas parce que le courant passe pas ou des choses comme ça. Mais ouais, c'est un passage qui est passionnant parce que tout se fait à ce moment-là et c'est assez effrayant. Ouais. Donc il faut vraiment être sûr qu'il y a l'énergie, le personnage est là, quoi. Mais ça s'entend en fait. Moi, quand j'enregistre les acteurs, je ferme toujours les yeux pour être sûr de ressentir si l'émotion est là et ainsi de suite. Ok. Et d'ailleurs, en plus avec le doublage, on parle beaucoup de l'incursion de l'intelligence artificielle dans le monde du cinéma, que ça peut être soit sur les visuels, mais aussi par le doublage. Ouais. Quel regard vous portez sur l'IA ? Oh. Non mais c'est compliqué parce qu'en plus, même si ça commence à être vieux, je trouve que ça reste un peu récent pour pouvoir se prononcer sur l'IA. Après, moi je pense que l'IA, qu'on en parle là sur les doublages, je pense que ça concerne des productions très industrielles, on va dire, des séries qui se font à l'appel, qui déjà se faisaient pas avec une grande volonté artistique très forte et du coup, bon bah ça passe parce que voilà, c'est des trucs qu'on balance à l'appel et puis on va mettre ça sur YouTube et puis des gamins vont regarder ça en boucle et puis c'est un peu triste hein, mais pour le moment moi j'ai l'impression que c'est ça parce que derrière, enfin en tout cas moi pour la comédie, le truc c'est que ça vient de la surprise en fait, c'est-à-dire que même sur Ernest et Célestine on avait une actrice qui jouait une vieille rate et grise et enfin vraiment la vieille dame et en fait quand elle est arrivée on était tous genre mais qu'est-ce qui se passe, enfin sa manière de parler on était morts de rire et en même temps elle nous terrifiait, enfin il y avait un truc très particulier qui se passait et en fait c'est la surprise qui venait de là et malheureusement l'IA est absolument incapable de surprise parce qu'elle est que dans la probabilité en fait elle va tout le temps nous donner ce qu'on attend, enfin et donc pour tout ce qui est comédie, toutes ces choses là, tous les accidents, enfin elle va peut-être pouvoir imiter certains trucs mais finalement ce sera copié de quelque chose qui a déjà eu lieu. Donc on va être toujours dans une recopie de quelque chose. Donc pour moi, en fait, l'IA va toujours un peu buter sur ce truc qu'on cherche au cinéma, c'est d'être surpris, quoi. Donc, enfin voilà, pour des trucs un peu industriels à l'appel, pourquoi pas, mais derrière, en fait, l'être humain aura toujours besoin il y aura toujours une œuvre qui va ressortir parce que justement, elle aura su surprendre en s'écartant en étant sincère, enfin voilà. Samuel d'ailleurs, c'est un truc qui vient de nulle part, on sait pas ce que c'est, et ça cartonne parce que c'est génial, parce que c'était inconcevable, et l'IA était incapable de le faire parce que justement ça n'existait pas, donc elle était incapable d'imaginer ça d'elle-même. Quoi. Enfin ça se trouve elle a tout fait en IA, je sais pas, enfin on va lui demander, mais c'est... Ah vous me laissez des questions bien galères là. Il y a des questions. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes dans le milieu de l'animation d'aujourd'hui que vous je admirez déteste. Non, Les deux, alors c'était que l'admiration de base. Mais... que j'admire beaucoup, Émilie Tronche, clairement. Enfin, ça c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué là récemment dans son travail. Après c'est tout le temps. Enfin moi Sébastien Lodenbach, ça restera à jamais mon professeur et donc tout ce qu'il fait c'est quelque chose que j'admire énormément. Benoît Chieux quand il a fait Sirocco et le Royaume des courants d'air. Évidemment, les grands maîtres, Miyazaki, des gens comme ça, c'est des œuvres qui me touchent encore énormément. Et voilà, après, moi, pareil, Alerte Rouge, c'est un film qui m'a beaucoup marqué de Pixar. J'étais vraiment halluciné de tout à coup voir ce sujet-là, de la féminité enfantine, de l'adolescence quand on est une fille, qui est un sujet qui, pour le coup, n'a jamais été abordé dans l'histoire du cinéma pour enfants. Donc, j'étais bien content de découvrir plein de trucs. Et tous ces auteurs-là, je continue d'être toujours ultra admiratif par ce que je vois autour de moi. Quoi. Ok. L'Alerte Rouge était vraiment bien. Ouais. Et Samuel fou, aussi, quoi. du coup. Oui, Samuel. Touché, Samuel. C'était presque banal de dire que c'est tellement bien, Samuel. C'est génial. une perfection. Ouais. Et on a lu que vous aviez un autre projet en cours qui s'appelle Évangile. Alors c'est une erreur. Je sais pas pourquoi c'est là. Je sais pas d'où ça vient. D'accord. Et je ne sais pas corriger une feuille Wikipédia. Ça fait plusieurs fois qu'on me dit, je sais pas ce que c'est. Ça m'embarrasse beaucoup parce que on me pose des questions sur le film et je ne sais pas. Je suis en train de faire un film dans mon sommeil et je ne suis pas au courant, mais voilà, je sais pas ce que c'est. Bon, peut-être rebondir si vous avez d'autres projets en cours. Oui, mais plus en bande dessinée, des choses comme ça. Je travaille encore toujours pour le studio Illumination. Et ils m'ont parlé d'un projet, mais je sais pas du tout si ça va se faire ou pas. Donc voilà, on verra. D'accord. Est-ce qu'on fait les petites questions ? On a le temps pour les... Ok. Rapide. Ouais. Question rapide. C'est des questions rapides.
Ok, bah, le film ultime de votre enfance. Oh là, bah Roger Rabbit. Ok. C'était de loin. La BD ultime de votre enfance. De mon enfance, je me rappelle plus très bien du nom, mais je crois que c'est Sibylline contre les rats noirs ou un truc comme ça. Un vieux truc avec un petit mulot qui se bat contre des rats noirs qui envahissent son marais. Ou son... C'est l'auteur, Machepro. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'est Sibylline? Non, c'est pas Sibylline. C'est pas Sibylline. Chlorophylle. Chlorophylle et les rats noirs. Oui, Voilà, ok. c'était un truc que je lisais en boucle. J'aimais beaucoup. Voilà. D'accord. Le film que vous regardez tous les ans. C'est des films honteux, donc je pense pas. Non, mais C'est des films honteux. Ouais, mais là, vraiment très honteux, je sais pas. Qu'est-ce que je regarde tous les ans? C'est horrible. Non, mais en fait, j'ai honte de le dire, mais il y a un film que j'adore regarder parce que j'adore les acteurs, c'est Comment tuer son boss. Ah oui. Il est nul ce film, mais j'adore Charlie Day, qui est un acteur que vraiment je trouve super drôle. Mais en vrai, il y a SOS Fantôme que je regarde tout le temps. Et puis bon, je sais pas, il y a plein d'autres trucs. Mais je crois que malheureusement, c'est ce film-là qui est un peu mon truc que je regarde quand j'ai un coup de blues en fait. Voilà, j'ai honte. Et du coup, la bande dessinée que vous relisez tous les ans. Je sais pas, je crois que c'est peut-être les Picsou, la jeunesse de Picsou. Je crois que c'est ça, je lis tout le temps. Enfin, pas tout en entier, mais je retombe régulièrement dessus, ouais. J'adore ça. C'est mon Picsou préféré aussi. Ouais, Ils sont trop bien. Ils sont trop bien. Le film à mettre sous le sapin cette année. Le film que je mettrais sous le sapin, bah, ça dépend pour qui en fait, tu vois. Mais un film que je recommanderais, bah, peut-être Sirocco, tiens, tu vois, c'est parce que je trouve qu'il a pas eu le succès qu'il mérite et c'est un très très joli film. Donc, et sinon, j'aurais envie de recommander les films de Karel Zeman aussi, j'en parlais tout à l'heure, du coup ça me fait penser à ça, des films pas du tout connus des années 70 et très influencé Jules Verne, tout ça, Okay. est complètement taré et vraiment c'est une espèce de Méliès mais des années 70 du côté de l'URSS. Et j'adorais ce film. Et un autre film que j'adore aussi qui s'appelle Paper Moon, qui est très peu connu, sur un espèce de vieux malfrat qui découvre qu'il a une fille et qui doit l'embarquer avec elle et qui est super chouette quoi. Enfin, Paper Moon, voilà, c'est 3 films que je mettrais, je laisserais choisir les gens. Et du coup, la BD à mettre sous le sapin. La BD sous le sapin, qu'est-ce que j'ai lu récemment qui était chouette? Je vais aller dans les classiques, je vais dire Le Retour à la Terre de Larsenet, parce que c'est le premier qui me vient en tête et que j'offre tous les ans à tout le monde et qui me fait beaucoup rire. Donc voilà. Ok. Et bon, quand on fait le film et la BD, le film dans lequel vous aimeriez vivre. Oh. Le film dans lequel j'aimerais vivre. Ah, ça doit être... Bah oui et non, ouais, je sais pas. Depuis que j'ai vu qu'il y a le juge dans Roger Rabbit, j'avoue que. Mais sûrement Roger Rabbit en soi, ouais. Je pense que c'est ça, hein, en vrai. Ouais, Roger Rabbit, clairement. Ouais. Roger Rabbit. Et la BD du coup? Une BD où... La BD, j'aurais tendance à dire chez Spirou, mais parce que j'aime bien ce qui... Non, si, ouais, à Champignac et tout, ouais, si. En plus, j'ai toujours considéré que pour ceux qui lisent Spirou, il y a un épisode où Champignac découvre le méthomol, qui est un gaz qui fait fondre le métal, et avec ça, il arrête les guerres. Enfin, il arrête une guerre, et je me suis dit qu'en vrai, si on le trouvait, le méthomol, ça pourrait potentiellement être pratique pour arrêter des guerres, donc je me dis, ouais, c'est peut-être pas si mal, quoi. Je me demande s'il y a des gens qui cherchent à construire le méthomol en vrai sur Terre. Enfin voilà, c'est un espèce de fantasme que j'ai. Des grands fans de Spirou. Ouais, bah Spirou, c'est quand même... Spirou de Franquin, c'est quand même fou, quoi. C'est tellement génial. Enfin voilà. Bah, merci à vous. Bah non, bah merci à vous, merci pour les crêpes. C'était super bon. Enfin, franchement, délicieux, quoi. Je les goûte. Ouais. C'est là où la régie a le droit de manger des crêpes. Bah allez-y, lâchez-vous là, parce que je me sentais seul là à manger ma crêpe.